Bonsoir. Le Conseil constitutionnel a proclamé aujourd'hui les résultats définitifs du dernier scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons tout à l'heure. La rue a encore grondé aujourd'hui à Cocody, Bingerville et dans plusieurs autres villes du pays. Plusieurs votes ont été barricadés et des commerces ont été vandalisés. Le point de la situation dans le Live Actu. Et toujours à propos d'élections, mais cette fois, outre-Atlantique, l'heure est à la fête pour les démocrates américains. Leur candidat Joe Biden a été élu 46e président des États-Unis d'Amérique. Et pour parler de la la reconstruction et de la cohésion sociale, nous recevons ce soir le sociologue Valentin Zawi. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Et tout de suite, l'actualité du jour, c'est l'adresse du président Alassane Ouattara à la nation qu'on va suivre tout de suite. C'est donc avec beaucoup d'humilité et une grande fierté que j'accueille la confiance renouvelée et le soutien du peuple ivoirien à travers les 94,27% des suffrages exprimés et un taux de participation de 53,90%, supérieur au taux du scrutin présidentiel du 25 octobre 2015, qui a été de 52,86%. Mes chers compatriotes, je tiens tout d'abord à remercier le peuple souverain de Côte d'Ivoire, qui est sorti ce samedi 31 octobre pour s'exprimer dans les urnes. Je veux vous remercier et vous féliciter, chers concitoyens, pour avoir bravé les intimidations et les menaces afin de jouer votre partition dans la consolidation de la démocratie dans notre pays. Vous avez fait preuve de civisme et de patriotisme. Vous avez apporté la preuve à ceux qui en doutaient encore que le suffrage universel, encadré par l'ordre constitutionnel, constitue la seule voie de consolidation de notre jeune démocratie. À ceux qui ont voté pour moi, qu'ils soient sympathisants du RHDP ou non, je vais vous dire merci pour le choix porté sur ma personne, pour poursuivre notre action de paix et de développement de la Côte d'Ivoire et mettre en œuvre notre programme pour une Côte d'Ivoire plus solidaire, une Côte d'Ivoire meilleure. À ceux qui n'ont pas voté pour moi et à tous les Ivoiriens dont je n'ai pas eu le soutien, je vais vous dire que la Côte d'Ivoire que nous nous sommes engagés à bâtir sera également solidaire de tous. Oui, cette Côte d'Ivoire que nous avons à bâtir a besoin de tous ses enfants. Je veux donc vous assurer que je serai le président de tous les Ivoiriens, sans exclusion. Mes chers compatriotes, je voudrais à présent saluer l'important travail accompli dans un contexte particulier par le gouvernement et toutes les institutions de la République, ainsi que par l'ensemble des acteurs concernés pour permettre la tenue effective du scrutin du 31 octobre 2020. Notre pays démontre ainsi la crédibilité de ces institutions. Je félicite nos forces de défense et de sécurité qui ont su surmonter les provocations et les obstacles créés pour tenter d'empêcher la tenue du vote dans certaines localités du pays. Je salue le grand professionnalisme, le sang-froid, le discernement et le sens de l'intérêt national dont elles ont su faire preuve. Je salue également les autorités préfectorales, les chefs traditionnels et les leaders d'opinion pour leur initiative de médiation, individuelle ou collective,
je ne doute pas qu'elles ont désamorcé des crises au plan local et contribué de façon significative à l'apaisement du climat social national. C'est le lieu pour moi de saluer l'appui technique et financier de nos partenaires qui ont accepté d'accompagner, comme en 2010 et en 2015, la Commission électorale indépendante. Il s'agit notamment du système des Nations Unies à travers le PNUD, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Organisation internationale de la francophonie, de la CEDEAO, de la CENSAD, du Conseil de l'Entente. Ce sont aussi la France, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la Chine, le Japon, l'Allemagne, la Suisse et la Turquie. Je remercie les organisations non gouvernementales, nationales et internationales pour leur contribution. À ce stade de mon propos, je voudrais féliciter M. Kwadwo Konan-Bertin, l'un des candidats à cette élection présidentielle, pour son courage, son esprit d'ouverture et son attachement à la paix et à l'expression d'une démocratie vivante dans notre pays. Je salue son attitude républicaine suite à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle par les institutions compétentes de notre pays. Il montre ainsi sa confiance dans nos institutions, mais plus encore dans le peuple ivoirien. En effet, la démocratie repose sur le respect des lois et le respect des décisions des institutions. Mes chers compatriotes, je voudrais une nouvelle fois rendre un hommage tout particulier à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui avait été désigné par mon parti, le RHDP, pour incarner la nouvelle génération à laquelle je voulais passer le témoin et qui devrait porter le rêve d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Il y a travaillé jusqu'au bout de ses forces. Je renouvelle mes pensées affectueuses à l'endroit de la grande famille Gon Coulibaly et je dédie cette victoire à la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais aussi saluer la mémoire du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, ce grand serviteur de l'État, qui a également œuvré jusqu'à son dernier souffle pour permettre à notre pays d'organiser cette élection. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, ce scrutin est le couronnement d'un processus entamé depuis 3 ans, marqué par plusieurs dialogues du gouvernement avec les différents acteurs de la scène politique nationale et de la société civile. Que ce soit la recomposition de la Commission électorale indépendante ou le Code électoral, les réformes introduites n'ont concerné que les points ayant fait l'objet de consensus entre les participants à ces échanges. Ces réformes ont été par la suite examinées et adoptées par l'Assemblée nationale et le Sénat. À l'issue de ce processus électoral, nous déplorons malheureusement les incidents provoqués par l'opposition politique, avec des conséquences parfois dramatiques dans certaines localités de notre pays. C'est pourquoi je regrette la décision de certains candidats retenus par le Conseil constitutionnel qui sont délibérément sortis du processus démocratique. En raison de cette attitude, je déplore que de nombreux Ivoiriens aient été privés d'exercer leurs droits civiques. J'exprime ma compassion et mon soutien à toutes les familles qui ont perdu des proches, aux blessés
et à tous ceux qui ont subi des pertes matérielles à l'occasion des actes de violence injustifiés commis dans le cadre du mot d'ordre de boycott actif lancé par des partis politiques de l'opposition qui ont émaillé toute la période électorale. Je pense particulièrement à la famille Messoum et à Mémé Yao Amena Thérèse, 80 ans, ainsi qu'à Diakité Aboubakar, 23 ans, de Tumodi. Je pense aussi à Sila Bangali, 17 ans, et à Kwame Philippe de Tchébissou, à Kwaku Yao Jean-Marc, 22 ans, à Diakité Younous de Yamoussoukro, à Moral Ekra de Bonois. Je m'incline devant leur mémoire. Le gouvernement sera aux côtés des victimes et de leurs familles, et des efforts seront faits pour leur apporter soutien moral et réparation. Je vous invite au pardon mutuel et à la tolérance pour continuer de vivre ensemble dans la paix. Je veux vous dire aussi que ces ajustements ne resteront pas impunis. Des enquêtes seront menées afin de situer toutes les responsabilités. Les auteurs ainsi que leurs complices, où qu'ils se trouvent, seront recherchés, interpellés et traduits devant les tribunaux afin qu'ils répondent de leurs actes. Mes chers compatriotes, je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire revient de loin après la crise post-électorale de 2010-2011 et nous ne pouvons accepter de la voir reculer. C'est pourquoi je demande à la plateforme politique qui a choisi d'agir en dehors de l'ordre constitutionnel de mettre un terme définitif à ces initiatives. Mes chers compatriotes, conformément aux valeurs de paix et de dialogue que nous a légué le père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, je voudrais réaffirmer ma disponibilité, aujourd'hui comme hier, pour un dialogue sincère et constructif avec l'opposition, dans le respect de l'ordre constitutionnel. Déjà, sur mes instructions, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a invité le 17 octobre 2020 le PDCI-RDA et le FPI, qui n'avaient pas participé aux précédentes rencontres d'échange qu'il a eues avec les partis de l'opposition, à reprendre leur place dans le dialogue politique. Pour ma part, je voudrais rappeler que j'avais marqué ma disponibilité pour une rencontre avec le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, à l'initiative de la mission ministérielle de la CEDEAO qui s'est rendue en Côte d'Ivoire le 18 octobre dernier. Je voudrais donc inviter mon aîné, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, à une rencontre dans les tout prochains jours pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance. Je demande à tous nos concitoyens, dans un élan d'apaisement des esprits et des cœurs, d'œuvrer pour maintenir et renforcer la paix et le vivre ensemble sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons tant à faire ensemble pour construire et consolider notre nation. Mes chers compatriotes, le temps de la compétition électorale est passé. Place maintenant au temps de l'action. Et l'action, pour moi, c'est le projet de la Côte d'Ivoire solidaire, pour lequel j'ai été élu et qui va accélérer la transformation économique et sociale de notre pays par une croissance plus inclusive. Je me réjouis du chemin parcouru depuis 10 ans et des progrès indéniables que nous avons réalisés ensemble. J'ai conscience
que le chantier reste encore à parfaire et j'entends œuvrer, comme je l'ai toujours fait depuis 2011, au rassemblement de la Côte d'Ivoire plurielle autour de notre projet de société au-delà de tous les clivages partisans. C'est pourquoi je tiens à réaffirmer que je continuerai d'être le président de tous les Ivoiriens. Je continuerai de maintenir la paix et de poursuivre l'œuvre de cohésion sociale et de réconciliation. Je m'engage à donner le meilleur de moi-même pour poursuivre l'œuvre de transformation de notre pays. Je continuerai de travailler sans relâche pour une Côte d'Ivoire de prospérité partagée et de solidarité. Je sais qu'ensemble, dans l'union, la discipline et le travail, nous parviendrons à bâtir une Côte d'Ivoire plus solidaire, une Côte d'Ivoire meilleure. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. De retour sur le plateau du Live Talk, nous suivions à l'instant l'adresse à la nation du président de la République, Alassane Ouattara. Des morceaux choisis en tout cas concernant cette intervention du chef de l'État, notamment il souhaite être le président de tous les Ivoiriens. Il sera le président de tous les Ivoiriens, a-t-il dit. Edith Boubleu. Oui, il a précisé, il a fait dans son adresse, il s'est d'abord adressé à ceux qui ont voté pour lui, selon ses propos, et il s'est également adressé à ceux qui n'avaient pas voté pour lui, et il a dit que cette Côte d'Ivoire-là sera solidaire pour tous. Donc il a appelé au dialogue. Je pense que c'est la phrase, c'est le mot-clé à retenir en tout cas de son intervention, solidarité, dialogue. Et il a aussi précisé et rajouté qu'il souhaitait, il était disponible pour rencontrer le président Henri Konan Bédié à la table de discussion, voilà, pour échanger. Donc on va retenir principalement le dialogue et surtout la solidarité pour cette nouvelle Côte d'Ivoire qu'il veut voir. On va dire donc des chantiers économiques. Oui, tout à fait, des chantiers économiques qui souhaitent poursuivre. Il a dit qu'il travaillera sans relâche pour que la Côte d'Ivoire grandisse encore plus. Donc c'est un discours qui est plutôt important, je pense, pour le nouveau président élu qu'il est, mais qui intervient à point nommé, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il est dans la continuité normale, après le Conseil constitutionnel qui vient valider ce processus électoral, mais on sait aussi ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est dit, ce qu'on a entendu comme rumeur, ce qui a été démenti comme rumeur, notamment des arrestations, des leaders de partis politiques de l'opposition. Donc ce discours du président de la République était, je pense, très attendu et va dans le sens justement de l'apaisement, puisqu'on entend de l'espoir, on entend du dialogue, on entend de l'invitation au dialogue, ce que la Côte d'Ivoire a toujours souhaité, notamment par son premier président fondateur, donc l'appel au dialogue pour régler tous les problèmes. Et on espère que dans la suite, ça sera des faits et non que des discours, et qu'on retrouvera tout le monde autour d'une table de négociation et de discussion pour que ce pays aille de l'avant. Et c'est incliné devant la mémoire des victimes en les citant de façon très personnelle. La plupart en citant leur nom, voilà, et en précisant que les familles des victimes seraient assistées et seraient soutenues. Et un point également au niveau de Kakabé, donc Kouadio Konan Bertin, qui était également l'un des candidats à l'élection présidentielle, il a notamment félicité, selon ses propos, son courage. Voilà, félicité pour son courage, je pense qu'il est vraiment à féliciter. Je veux dire, dans le contexte qu'a connu la Côte d'Ivoire et dans le contexte dans lequel on est parti aux élections, c'était pas évident, surtout quand on est de l'opposition, de se détacher de ce grand bloc de l'opposition qui, lui, n'est pas allé jusqu'à la fin de ce processus-là et dire: moi, je considère, et je l'assume, et Kakabé n'a pas arrêté de le dire, qu'il assumait cette décision-là. Donc effectivement, saluer son courage, c'était la moindre des choses. En tout cas, c'est le président de la Côte d'Ivoire, donc le président de tous les Ivoiriens. Et je pense quand même que ce discours était assez rassembleur. C'est un discours dans lequel
tout Ivoirien, toute tendance confondue, se retrouve bien. Et je pense que c'est ce qu'on attendait en ce moment, un petit discours d'apaisement comme ça. Il a parlé de rassemblement, de solidarité, mais également de justice, pour dire que les personnes, les auteurs et complices des personnes qui se sont rendues coupables de ces de faits répréhensibles seraient poursuivis et jugés donc devant les tribunaux, pour dire que ça n'excluait pas. Ce discours rassembleur dont vous parlez n'excluait pas également la justice et la sécurité. Exactement. Et puis il n'a pas manqué de faire un hommage aussi au feu Premier ministre, Amadou Gon, qui justement devait, lui, participer à cette campagne. Moi, j'ai trouvé que c'était émouvant, en tout cas, parce qu'il y avait de l'émotion. J'ai senti de l'émotion, j'ai senti, comme vous avez dit, des mots d'apaisement. Après, c'est le discours politique donc, du président de la République qui est censé parler pour tous les Ivoiriens. Donc les mots ont été bien choisis, on peut peut-être le dire, parce que je pense que tous les Ivoiriens peuvent s'y retrouver. Et voilà, en termes d'émotion, effectivement, il faut bien rappeler, c'est surtout la partie des noms, des personnes, des hommages aux victimes qui m'a touchée, oui, moi. Et l'homme desquels, il y a également l'hommage rendu au ministre de l'administration territoriale, donc le ministre Diakité, voilà, également, qui nous a quittés. En tout cas, ce qu'il faut retenir, chacun retiendra en tout cas un bout de phrase. Oui. Moi, pour conclure, si je dois retenir quelque chose, je vois un tout nouveau président qui entame son mandat bien conscient de son cahier de charges, en fait, parce qu'il a des dossiers brûlants, d'ailleurs qu'il a cités et qu'il a nommés dans ce discours-là. Sans faux fuyant, il prend d'ores et déjà ses responsabilités face à la nation. Voici les dossiers sur lesquels je compte maintenant me pencher en espérant avoir votre soutien à tous, parce que c'est clair qu'on n'est pas élu de tous, mais une fois qu'on est élu, on est président de tous. Donc ça. C'est un président bien chargé en tout cas. C'est une note d'espoir, une belle ouverture au dialogue, ce qui rassure un peu tout le monde. Et justement, comment vous imaginez que l'opposition va percevoir cette intervention, cette déclaration du président? Bon, sa déclaration qui est fait suite finalement à... Va-t-elle se sentir très concernée par oui, sa déclaration fait suite à l'arrestation, en tout cas l'interpellation d'Afin Guessan, donc d'un membre de l'opposition. Chronologiquement, il fallait peut-être désamorcer. Ça n'a pas déclenché, c'est pas l'un qui déclenche l'autre. Après, c'est à voir. J'ai commencé mon propos par ça. Je dis, c'est vrai que ce discours-là est dans le processus normal d'un président élu et fraîchement confirmé par la Cour constitutionnelle. Aux États-Unis avec Joe Biden. Donc, c'est normal à ce niveau-là. Mais il tombe à pic également par rapport à l'actualité chaude. Et pour répondre à votre question, il faut peut-être leur demander à eux, à ces messieurs dirigeants de l'opposition, mais selon mon analyse personnelle, je pense que c'est quand même un début. C'est quand même un début. On milite pour quelque chose, on veut se faire entendre. Bien avant même le scrutin, justement, comme il a rappelé dans ce discours le président de la République, il avait dit sa disponibilité pour rencontrer l'ancien président, M. Henri Konan Bédié. Finalement, je pense que ça ne s'est pas fait. Peut-être à cause de la campagne, je ne sais pas trop. Aujourd'hui, il est élu, il est président, et il tend toujours la main. Il dit « je suis toujours disponible à les rencontrer ». Et là, je pense qu'il nous fait presque une promesse quand il dit que dans les tout prochains jours, ils se rencontreront. Donc, que vous le vouliez ou non, on va s'asseoir, on va se parler, on se connaît bien, on va trouver des solutions parce que ce qui doit être au-dessus de tout ce qui nous divise, c'est l'intérêt général. Et je pense que c'est ce que moi j'ai entendu, en tout cas dans ce discours-là. En tout cas, cette rencontre est porteuse de beaucoup d'espoir, en tout cas on l'espère, pour... amener une certaine détente, en tout cas au niveau de l'atmosphère sociopolitique dans le pays. Et des populations dire pourquoi maintenant, pourquoi pas avant et maintenant. Mieux vaut trop tard. Exactement. Ok. Voilà. Alors, pourquoi maintenant? J'essaie de me mettre un peu à la place du président candidat avant son élection. Alors, moi, je veux aller aux élections parce que je considère que je veux être élu. En face de moi, j'ai des adversaires politiques qui ne veulent pas qu'on aille aux élections parce qu'ils considèrent que je n'ai peut-être pas ce droit. Donc bon, on fait tout, on y arrive, on va aux élections, je finis par être élu. C'est naturellement bien après que je m'exprime, pas avant. Et puis après, il avait de toute façon fait des promesses que certaines choses seraient accomplies, en tout cas après l'élection. Donc je pense que c'est dans la droite ligne des choses. Et je crois qu'il avait également parlé de la possibilité du retour
du président, Je m'apprête à vous de dire, l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. est-ce qu'à présent, ce qui fait un tout petit peu bouger les lignes, ce serait qu'on passe aux actes? Tout à fait, je m'apprêtais à le dire justement. C'est ce qu'on attend. Du concret, tout Je m'apprêtais à le dire parce que c'est vrai que c'est bien. Il fallait bien qu'on ait un premier discours de président qui rassemble, qui rassure. Mais par-delà justement, et je veux le prendre au mot, quand il dit que dans les tout prochains jours, il rencontrera le président Riconan Bédié, moi je veux bien qu'on aille. Il a proposé. Et j'attends. Parce qu'après, il faut l'avis du président Bédié, qu'il accepte aussi. Vous savez, tant qu'on parle de la volonté de pouvoir discuter, je pense qu'entre êtres humains, on peut se voir, on peut se rencontrer. De toute façon, c'est des gens qui se pratiquent et qui se connaissent depuis bien longtemps. Quand on met l'intérêt général au devant, je crois que ça va dépasser les égos et les problèmes de personnes et ils arriveront à se rencontrer. Il a quand même mentionné En tout cas, que le 18 je veux avoir octobre cet espoir-là. dernier, il avait voulu justement ce dialogue-là déjà avec le président Riconan Bédié, mais ça ne s'est pas fait. Donc on espère en tout cas que cette fois-ci, ça va être On est d'accord que certainement que cette volonté-là devrait être accompagnée de concessions de la part des uns et des autres, de préalables et bien d'autres conditions pour favoriser. On entend la concession, les concessions qui sont peut-être prêtes à être faites par le président. Des uns et des autres. Ouais. On attend celles maintenant des opposants parce que comme je le dis encore et je le répète pour la 3e fois, c'est l'intérêt général qui doit être au-dessus des égos et des problèmes de personne. Et l'intérêt général, c'est la Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens qui ont trop souffert de ces crises pré-électorales, post-électorales. Il faut que vous puissiez prendre vos responsabilités, messieurs les politiques, vous asseoir, discuter entre vous, trouver des solutions pour que ce pays-là soit dans la paix. Et surtout parce que les populations ont besoin de visibilité à l'heure actuelle, de savoir où elles vont, où elles se dirigent. Est-ce que la situation va empirer et va se dégrader au fil des jours? Donc c'est bien d'avoir un discours pareil qui se veut rassembleur, qui appelle au dialogue avec les différents partis d'opposition et qui également se penche sur la situation qui s'est déroulée pendant l'élection présidentielle avec malheureusement les victimes et les morts qu'on a connus. Mais le plus important, comme tu l'as dit, c'est que ce sont les actes. Que ce soit du concret. Il faut que ce soit rapide. Il ne faut pas qu'on mette un truc en place comme les tout prochains jours, comme vous l'avez dit, on va le prendre au mot. Mais ce qui est important, ce que attendent les Ivoiriens aujourd'hui, ce sont les actes. Et je pense que ces actes-là contribueront à rassurer davantage. En tout cas, beaucoup plus d'actes, beaucoup plus de concrets, d'actes de décrispation, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour que la population puisse bénéficier de cet apaisement. Il faut le dire, il est en face d'un énorme challenge. Parce que en ce qui concerne les actes, il y en a eu des actes et pas positifs du tout. Il y a eu des actes de destruction de biens, de vie. Et quand on vient d'être élu président à la tête d'un pays qui pense ses plaies même à peine encore, parce qu'il est peut-être même en train de les nettoyer encore, et que vous avez en charge de les guérir, c'est pas évident. C'est un gros challenge en tout cas et ça demande vraiment des actes positifs et qui doivent être faits maintenant. Il s'est engagé à travailler de façon acharnée. Exactement. Sur ce, on va aborder, il y a dans la même mouvance, il y a des appels à la négociation, au dialogue, également par les leaders d'opinion, par même les artistes. En tout cas, de nombreuses voix se sont élevées pour inviter les uns et les autres au calme, à la paix, au dialogue, à retrouver cette Côte d'Ivoire la paisible, cette Côte d'Ivoire de justice, cette Côte d'Ivoire de paix et de solidarité, vous le dites aussi. Et donc, je crois qu'on va s'associer à toutes ces voix-là pour dire que cette Côte d'Ivoire-là, nous la souhaitons en paix. Voilà. Exactement. Okay. Ce soir, on va marquer une courte pause et nous retrouver juste derrière pour la suite du Live Talk. Bon, la pause, elle est cette fois pour notre micro-trottoir. Sophia Ida m'a posé des questions. Non, l'invité, ce sera pour tout à l'heure. Je vous reprends en direct. Merci Sophia Ida. Je vous l'ai dit, vous baladez un peu trop quand même dans cette télé. Le récent processus électoral, on le disait tout à l'heure, a provoqué des tensions dans notre pays. Plusieurs manifestations ont éclaté à Abidjan, à l'intérieur du pays. Que faire pour emboîter un tout petit peu, ou peut-être pour apporter des formes de solutions au président qui a besoin, on l'a dit, de poser des actes très concrets. Que faire pour partir à l'apaisement? Nokana Paleka et Henri Diagamé ont recueilli vos avis sur la question. Regarde. Pour la décrispation en Côte d'Ivoire, moi je propose d'abord l'apaisement des tensions. Moi je me dis, quelqu'un qui te dit lève-toi pour faire tant, tu réfléchis, est-ce que ce que je m'en vais faire là, moi ça me profite? Est-ce que mon voisin chez qui je vais aller faire ça là, est-ce que ça va l'arranger? Parce que après la politique ça passe, mais le voisinage ça reste. On vit ensemble. Donc il faut réfléchir d'abord aux conséquences de ce que tu vas faire là, avant de poser ton acte. Il faudrait que déjà
nous sachions les causes de cette crispation déjà. Les causes, ce sont des causes politiques. Voilà, donc déjà que les leaders politiques s'asseyent et trouvent un terrain d'entente. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui de faire la guerre et demain s'asseoir pour discuter. Ce que je souhaiterais, c'est que les leaders puissent s'attendre sur un point. Parce que chacun a peur. Si, par exemple, si c'est le clan du président Alassane qui a pris le dessus, les opposants ont peur des sentences qui vont tomber après. Donc, si le président pouvait se lever pour dire non, venez dans la République, il n'aura rien. Dès que je prends le pouvoir, je vais amnistier les opposants et qu'on va travailler avec tout le monde. En tout cas, ils n'auront pas peur, ils vont quand même comprendre. Maintenant, si c'est le camp AFI qui prend, ou bien BD qui prend le dessus, et s'ils sont prêts à aller à la télé pour dire non, ils ne vont pas faire du mal au président sortant et qu'il n'y aura pas de jugement au CPI comme ça s'est fait dans le passé. En tout cas, beaucoup vont quand même jouer dans l'apaisement. Pour la décrispation en Côte d'Ivoire, je propose que les dirigeants prennent des mesures qui peuvent arranger le peuple. Il faut qu'ils s'entendent, qu'ils se mettent ensemble pour faire le gouvernement, pour que le pays puisse circuler. Parce qu'actuellement, tout le monde est crispé, on ne sait pas. Personne ne parle, le président ne parle pas. Il n'y a pas de gouvernement, on ne sait pas ce qui se passe au juste. Donc nous, ça nous fait peur. Pour sortir matin, il faut attendre 8h ou 9h avant de sortir. Parce que les ont dit, les gens envoient des messages sur Facebook, partout, on a peur. Je demande à la population de pouvoir m'écouter présentement où je suis en train de parler. Nous sommes tous des hommes du pays. Il ne faudrait pas qu'on s'entretue entre nous. Ça ne va rien apporter. Pour la décrispation en Côte d'Ivoire, que les hommes politiques s'asseyent autour d'une table, on dialogue, on trouve un consensus. Et pour la bonne marche des Ivoiriens, qu'on vive dans un pays paisible et que les opérateurs arrivent en abondance, voilà, pour faire booster l'économie ivoirienne. L'avis de certains Ivoiriens donc à propos de ce qu'il faut faire pour revenir à l'apaisement. On l'a noté, hein, ce micro-trottoir a été réalisé évidemment avant la déclaration du président pour rejoindre la dame qui disait il faut que le président parle. Je crois qu'il a entendu. il a même parlé avant que cette dame ne s'exprime sur la question. Il a parlé. Et on a dit qu'au-delà des mots, il faut selon les uns et les autres, il faut trouver des solutions. Déjà, connaître les causes profondes. Mais on entend bien dans ce micro-trottoir que pour tous, ou pour la majorité, la grande majorité, la solution justement pour cette décrispation, c'est le dialogue. Et on est bien rassuré de voir que c'était un des points essentiels du discours du président Alassane Ouattara. C'est une belle réponse. Ce que j'entends de ce micro-trottoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, pour retrouver cette paix qu'a connue la Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a énormément de choses à faire, mais ils sont tous unanimes à dire qu'il y a au moins une chose à ne plus faire, c'est s'affronter entre Ivoiriens, c'est s'entre-déchirer et c'est se faire la guerre. C'est déjà pas mal, ça. Donc on parlait des causes profondes, de ce qui cause cette crispation-là, et aussi ceux qui ont été cités dans le micro-trottoir, et on le pense tous, les leaders, on parle de ces leaders-là, qu'ils soient politiques ou d'opinion, que ces leaders-là travaillent à ce que le climat soit beaucoup plus à l'apaisement, beaucoup plus au dialogue, et aussi éviter la chasse aux sorcières. Exactement. Quiconque. De toute façon, il le rappelle dans l'élément qu'ils se parlent, qu'ils discutent, qu'ils dialoguent. C'est ce qui est revenu dans le micro-trottoir. Et je pense que finalement, la balle est dans le camp des hommes politiques. Parce que de toute façon, derrière, les populations, en général, elles subissent. Soit elles subissent, soit elles sont instrumentalisées à leur insu. Et au final, on se retrouve dans ce qu'on a vu, on a constaté depuis ces derniers mois. Donc, la balle est dans le camp des hommes politiques. Le président a tendu la perche. Donc, allons à la discussion, allons au dialogue, ramenons l'esprit de nation de ce pays pour qu'enfin on puisse tourner la page. Pour faire un petit parallèle, donc il y a également, dans l'adresse du président de la République, il y a le fait qu'il ait salué également les leaders, donc les leaders communautaires, les préfets, ces personnes-là qui ont joué un rôle important également dans le dialogue intercommunautaire. On sait également que dans ces violences-là, il y a des violences intercommunautaires. Exactement. Et souvent, pour mettre fin à ces violences-là, il a fallu que ces autorités-là, ces leaders-là fassent asseoir les différents
différentes parties, les différentes communautés, pour qu'elles se parlent, pour que souvent il y ait, vous le disiez tout à l'heure, Edith Bou, qu'on évite ces sortes de manipulations de la population pour estimer que ce groupe-là entend s'attaquer à ce groupe-là. Tant qu'on se parle. Ce genre de problème est, surtout dans les villages, sur le foncier, qui est peut-être parfois le point d'achoppement en général. Et lorsque on se retrouve avec une couche de rumeurs, une couche politique, ça peut faire embraser la situation. Donc, ils ont accompli un très grand travail parce qu'on a une administration qui est très bien déployée à l'intérieur du pays avec les préfets, avec les sous-préfets, avec également les leaders des communautés villageoises qui, en tout cas, ont essayé autant que faire se peut de sensibiliser, d'essayer de désamorcer en fait ces bombes dans ces différentes localités qui ont malheureusement vécu de violences et qui ont eu des morts. Ils ont fait leur travail. Exactement. Il faut se parler. Il faut se parler. Le dialogue, il faut dialoguer. On est frères avant tout. Monsieur Valentin Zawi, il est sociologue, expert en ressources humaines, directeur d'un cabinet de formation continue, conseil et études. Bonsoir, monsieur Zawi. Bonsoir. C'est un cabinet important. Bon, je le pense. Merci d'accepter d'être sur notre plateau. Alors, vous êtes sociologue, on l'a suivi tout à l'heure, hein, l'intervention donc du chef de l'État. Qu'est-ce que ça suscite en vous comme commentaire? Ben, écoutez, on prend acte. Le président s'est exprimé, on prend acte. Je pense que vous avez dit beaucoup de choses dans votre décryptage, dans le reportage aussi, enfin le micro-trottoir. Je viens juste faire le service après-vente, en fait. Hein. Non, plus sérieusement, bon, vous savez, c'est tous les Ivoiriens qui souffrent de la situation. Je veux dire, il faut appeler un chat un chat. Moi, mon souhait, en tant que citoyen de ce pays, c'est qu'on passe à autre chose. Parce que c'est assez difficile pour tout le monde. Et on a un très beau pays, donc il faut espérer que finalement nos politiques arrivent à s'entendre sur un minimum, pour que les choses aillent dans le bon sens. Parce qu'en vrai, la crise, elle existe. Hein. C'est clair. Elle existe. Voilà. Justement, quelle réflexion cette crise-là vous inspire des Ivoiriens qui se regardent en chien de faïence sur les réseaux sociaux, des propos sont assez virulents. En tant que sociologue, je précise, qu'est-ce que ça suscite en vous comme réflexion? Non, écoutez, c'est un peu c'est déplorable. Moi, j'observe que de 1960 à 1990, sensiblement pendant 30 ans, sous le président Houphouët-Boigny, de vénérer mémoire, on a connu un pays stable, prospère, qui était une référence. Et puis depuis 1990, avec l'avènement du multipartisme, ou le retour du multipartisme, jusqu'à maintenant aussi 2020, ça fait 30 ans de palabres, de guéguerres, de maîtrisures, de crises multiformes. Donc à un certain moment, ça fait quand même beaucoup. Et sur le point des réseaux sociaux, si certains disent que ça a été bien parce que ça permet aux uns et aux autres de s'exprimer, à la limite de se défouler, certains estiment que c'est une grande source de problèmes dans le pays. Comment vous appréciez aujourd'hui l'impact des réseaux sociaux sur le climat sociopolitique dans notre pays? Mais écoutez, je l'ai dit, c'est comme on dit le couteau à la maison, dans la cuisine. On en a besoin pour couper, mais ça peut aussi blesser. Tout est une question de comment on utilise. Je pense que les réseaux sociaux sont un outil d'expression. Ça permet à tout un chacun qui n'a pas forcément accès à certains canaux de pouvoir s'exprimer. Bien entendu, sur ces réseaux sociaux, il y a ceux qui y vont pour construire, pour dire des choses qui ont du sens, des choses pertinentes. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui y vont pour malheureusement détruire, dénigrer, enfin tout ce qu'il y a de mauvais. Donc oui, voilà. Et en tant que sociologue, comment jugez-vous le niveau de cohésion sociale en ce moment dans notre pays? J'allais dire que vous avez la réponse vous-même. Non, je pars du principe que là on est dans un temps politique. Là, il y a quelques jours, c'était l'élection présidentielle. On aurait souhaité avoir notre scénario quand même. Nous sommes en démocratie. Qui dit démocratie dit même minimum des consensus. Je peux me tromper, mais moi, je n'ai pas vu ça. C'est dommage. On était plutôt dans une logique de dissensus. Et voici le résultat. On a vu venir. C'est quand même des gens qui ont perdu leur vie, je veux dire. Et le président l'a soulevé. On aurait pu faire l'économie de ces vies-là. C'est des gens qui sont brisés, c'est des familles. Je veux dire, et ça fait quand même 30 ans, comme je dis, qu'on est on est dans cette histoire-là. Et ça fait beaucoup quand même. Donc oui, on ne peut pas, manifestement, il faut peut-être remettre les cartes sur table pour travailler à une vraie cohésion. Parce que quand on parle de cohésion sociale, ça englobe, pour faire très rapidement, trois dimensions. Il y a la dimension culturelle, qui est que vous et moi, nous venons d'horizons divers, des sphères culturelles, avec nos coutumes, nos valeurs, qui sont intériorisées et assumées.
Mais déjà, il faut que je sache d'où je viens. Parce que je sais d'où je viens, je sais où je vais. Je suis plus disposé à rentrer en relation avec celui qui est en face de moi. Il y a l'aspect, il y a la donnée organique, qui est que vous et moi, nous sommes dans une société, on veut se réaliser. Donc l'environnement doit permettre à chacun de nous de pouvoir se réaliser aussi bien individuellement que collectivement. Mais ça, c'est l'équité, c'est l'égalité des chances. Est-ce que tous les Ivoiriens ont le sentiment qu'ils ont les mêmes chances? C'est une question qu'on peut se poser. Et puis le dernier point, c'est l'aspect structurel, qui prend en compte nos institutions. Parce que c'est normal qu'il y ait des conflits, mais quels sont les outils que nous avons pour réguler ces conflits-là? Aujourd'hui, je vois ces Africains qui font un peu qui chambrent un peu les États-Unis, parce que... Mais je vais dire, oui, là-bas, il y a peut-être... le président Trump dit ça, mais les institutions sont assez fortes pour régler le problème, ce qui n'est pas toujours le cas à nous. Voilà, donc il faut relativiser. Est-ce que vous avez entendu ces 3 dimensions que vous venez de nous préciser dans le discours du président de la République pour aller à l'apaisement ou à la reconstruction de ce tissu social déchiré? J'avoue que je n'ai pas forcément tout suivi, donc je ne peux pas non plus... mais j'ai cru comprendre qu'il était disposé au dialogue. On peut pas faire autre chose que ça. Je veux dire, là où nous sommes aujourd'hui, j'ai bien apprécié, il y a quelques jours, j'avais passé une vidéo du président Fouboigny qui dit que quand il y a une crise, il y a 2 options. Ou bien on y va par la force, ou bien on s'assied comme des personnes civilisées, élégantes, et on se parle, on communique. Et communiquer, le mot latin, en latin, c'est communicare, qui, comme par hasard, veut dire mettre ensemble. Oui, donc tant qu'on se parle, on peut régler tous les problèmes. Et ce pays est un pays de dialogue. Moi, je suis parfois surpris que nos politiques, parce que je ne veux pas non plus les accabler, mais pour ce qu'on vit depuis quand même 30 ans, s'il y a des responsables, ils sont en première ligne quand même. Donc on peut aussi espérer qu'ils s'asseyent, qu'ils discutent. On va parler de la société tout à l'heure. Ryan Assi a une question depuis un moment. Des débats politiques qui déclenchent ou qui suscitent même des affrontements intercommunautaires. Comment est-ce que vous appréciez ça? Écoutez, c'est... il y a ce qu'on appelle en sociologie l'agir communicationnel, qui par définition va coordonner nos comportements sociaux. Mais dans cet agir communicationnel, il y a le rôle, j'allais dire, prééminent des politiques. Quand ils parlent, j'observe, parfois, certains de nos politiques, les prises de parole publiques, ça pose question. Mais quand on chauffe les populations en blanc, quand on estime qu'on a forcément la vérité de son côté, mais pourquoi est-ce qu'après on est étonné qu'il y ait des casses? On doit faire, nous sommes malheureux dans un des pays où les gens, j'observe que les différentes chapelles politiques ont une approche manichéenne un peu, on va dire. Chez nous, il y a les plus forts, les plus beaux, les plus... et puis de l'autre côté, c'est les démons. Non, la vie, c'est pas comme ça. Je veux dire, quand on prend nos partis politiques, les grands, pour l'essentiel, au HDP, pour ne pas les nommer, on a des gens bien, on a des faucons, on a des colombes. Au PDCI, pareil, au FI, pareil. Donc, il faut déjà, et pas précis, parce que c'est aussi comme ça que fonctionne un pays. Si un homme politique, une personnalité politique a dit des mots au nom de nos valeurs et principes républicains, qui n'a pas le droit de le dire, mais il faut le condamner. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. C'est très rare. Donc vous allez voir des politiques, mais même on parle de l'élection juste avant, on a vu des hommes politiques qui ont appelé à la guerre, il y a les réseaux, il y a des vidéos qui circulent. Et moi, quand je vois ça, j'allais dire en tant que citoyen, je suis un peu triste. Parce que je pense que ce pays, il est trop beau. On a trop de belles choses pour sortir. Ce n'est pas une fatalité. Et on dit, on a l'impression, quand on entend tout le monde parler, finalement en Côte d'Ivoire, tout le monde pourrait connaître, ou tout le monde semble connaître la solution pour éviter ce problème-là, mais on est quand même dans la situation. Tout d'accord. Parce que je pense qu'il y a en fait, il faut peut-être qu'un jour qu'on s'arrête et qu'on se dit les choses clairement. Je trouve que parfois on louvoie, on ne dit pas où le problème. Tout le monde dit on veut la paix, oui. Tout le monde dit on sait qu'il faut qu'on dialogue, mais on est toujours dedans. Mais vous faites bien, j'écoutais M. André Sibel-Conan sur une radio internationale le dimanche matin, qui a dit une chose que je prends à mon compte, qui a dit la question principale et principielle, donc voilà, c'est qu'est-ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est un contrat social. Mais je dis, ce n'est pas un seul individu, même le président tout seul ne peut pas le faire. Il est arrivé un moment dans un pays qui a connu de multiples crises. Il faut un moment, je dis, c'est un passage obligé que les différentes composantes, les différents acteurs se retrouvent et redéfinissent ce qu'on veut pour ce pays. Parce que tant qu'on ne l'a pas fait, le drame, c'est que chez nous, tout est très politisé, en fait.
Et donc, du coup, on perd de vue l'essentiel. Est-ce que justement ces crises politiques-là ne cachent pas des choses qui sont couvées, donc des crises sociétales qui sont couvées? Parce que quand on voit aujourd'hui des affrontements intercommunautaires, au-delà de la politique, on se dit il y a peut-être d'autres questions. Mais bien entendu, mais Mme Bleu a souligné un des points, les problèmes fonciers, tout ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'était l'une des rares fois où tous les députés étaient tous d'accord. Il y a cette loi-là qui date de quelques années. Ils ont légiféré. Mais ça n'a jamais été. C'est ça aussi notre pays. On a de très belles lois. Et malheureusement, dans la pratique, voilà. Mais aujourd'hui, quelle serait la solution ultime pour arriver à cette cohésion sociale dont on parle tant? Mais qui dit cohésion sociale dit déjà que... Bon, qui dit cohésion, il faut déjà qu'on admette que nous soyons différents les uns des autres. Le problème qu'on a aussi dans notre pays, c'est que, et c'est un peu désolant, il y a certaines bonnes gens qui n'admettent même pas que vous donnez votre point de vue. Le respect de la différence de l'autre. Exactement. Et ça, c'est essentiel. Parce qu'il ne faut pas le perdre de vue. D'abord, nous sommes une république, mais nous sommes une démocratie. Donc, c'est important qu'on puisse... Il y a la liberté de conscience qui est dans notre Constitution. Et à propos de Constitution, quand vous prenez le préambule, c'est un test magnifique, hein, tout y est. Mais sur le terrain... c'est autre chose. Sur les différences dont parlait Brice, est-ce que finalement le fait que peut-être notre nation soit déchirée, est-ce que la Côte d'Ivoire, selon vous, depuis ces 30 années, a réussi à maintenir cet esprit de nation? Est-ce que la nation ivoirienne est solide? Et comment là, est-ce qu'elle existe? Parce que lorsqu'on parle de nation, on parle de différence, de population qui apporte un plus, un peu comme aux États-Unis où c'est une terre d'immigration. Je pense que le monsieur a bien compris ce que c'est qu'une nation. J'étais en train de me dire... Je pense qu'il a bien saisi la différence entre l'État et la nation. J'étais en train de... Non, Brice, j'étais en train de me dire, on s'est dans une salle de formation, que j'allais retourner la question à Mme Bleu. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'elle a la réponse. Mais je veux dire, enfin, plus sérieusement, c'est pas que le président Houphouët-Boigny, il était parfait, non, c'était un être humain qui avait ses failles. Mais on ne vit que sur les fondamentaux de son travail. Il me souvient, nos aînés, parfois, qui étaient un jeune abbé qui allait à Korogo chez les Sénoufo pour aller à l'école, qui a profité de la bienveillance d'une femme Sénoufo. Mais c'est ça une nation. C'était fait à dessein, le fait que les Ivoiriens se connaissent. C'est ça. Donc, il y a eu quand même, je dis... Il y a eu une base. Il y a une base de 1960-1990 quand même, puisque le plan... Donc il faut peut-être revenir à ces fondamentaux. Parce que tant qu'on ne se rend pas compte, si on était tous les mêmes, il n'y aurait aucun charme, hein, on le sait. Donc nous sommes différents, ça il faut déjà l'acter. Mais une fois qu'on est différent, qu'est-ce qu'on fait? Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes une république. La meilleure chose, je l'ai dit sur notre plateau, qu'on puisse avoir, c'est la loi. Alors, je vous ferai observer, comme par hasard, nos constitutions, il y a toujours un article comme par hasard qui pose problème. C'est celui qui a un lien avec... vous voyez ce que je veux dire? Il y a un problème. On ne va pas indéfiniment rester dans ça. Monsieur Zawi, comment est-ce qu'on répare 30 ans de fracture sociale? Je ne veux pas vous amener à être pessimiste sur ce plateau. Je suis très en film de nature. Essayez de nous dépeindre un peu. Si l'on se mettait dans l'optique où, aujourd'hui, ceux qui sont aux commandes posent les bons actes pour aller vers cette cohésion sociale, en combien de temps est-ce qu'on en arriverait à soigner cette nation? Je n'ai pas une boule de cristal. Hein. Non, mais je pense que c'est déjà bien que le président ait parlé de dialogue. Je pense que c'est une très bonne chose. Et Brice l'a dit, les mots des politiques, c'est bien, mais moi je suis un peu un Saint-Thomas. Donc j'attends de voir, comme bonhomme d'Ivoirien. Parce que je veux dire, non, honnêtement, moi je fais partie de ces Ivoiriens qui, 1 mois, 2 mois, en dehors de nos frontières, ont le mal du pays. Donc on veut vivre ici. Je veux dire, c'est notre pays. Donc il faut que les responsables du moment créent les conditions. Ils sont responsables. J'entends parfois certains responsables du parti présidentiel dire non, le problème c'est les autres. Non. Le président, par exemple, qui est là, il est là pour protéger nos vies. Je dis, c'est pourquoi il est là. Donc, non, il faut que vraiment, je veux dire, on a un pays, il faut que tout le monde soit conscient de ce qu'il a à faire. Ça, c'est important, que chacun joue son rôle. Parce que quand vous avez... par exemple, des responsables ou des autorités religieuses ou des responsables chrétiens qui quittent leur champ d'intervention pour aller faire d'autres choses, mais après, malheureusement, dans l'imagerie populaire, ils n'ont plus la crédibilité. Alors que, je veux dire, ce temps politique que nous vivons aujourd'hui, logiquement, ce sont ces personnes-là, ces personnalités, qui devraient, nous sommes des Africains. Et qu'on soit du groupe Kou, Mandé, Gour ou Akan,
Dans nos traditions, on est dans le consensus. Vous pensez que cette nation a des chances de guérir? Mais bien entendu, oui, non. Comme je l'ai dit, moi, de nature, je suis optimiste. Oui, après, ce sont des crises de croissance, mais ça commence quand même à faire beaucoup. Donc, il faut qu'on arrive à un moment, vous savez, il faut prendre des décisions. Parce que moi, les incantations, je m'en méfie un peu. Si on estime qu'on est arrivé à un stade, par exemple, pour donner un exemple, sans stigmatiser quoi que ce soit, si on estime qu'on est arrivé à un stade où il faut renouveler le personnel politique, ça c'est bien de le dire, mais il faut l'écrire. Mais quand on veut qu'il y ait un changement du personnel politique et que de l'autre côté, si j'ai 80 ans, je peux me présenter. On dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Exactement. Au-delà des acteurs politiques, j'estime quand même que les Ivoiriens ont aussi leur part à jouer. Et donc, quelles actions concrètes est-ce que l'Ivoirien devrait poser pour contribuer justement à cette paix, à cette harmonie, à cette cohésion? Très très bonne question. Il faut déjà que les Ivoiriens comprennent dans leur grande majorité que les politiciens ne sont pas les seuls propriétaires de la Côte d'Ivoire. Tous autant que nous sommes, ce pays nous appartient. Il ne faut pas entendre tous des politiciens. Et je suis heureux aujourd'hui d'observer sur le terrain que de plus en plus des personnes de la société civile travaillent à éduquer nos masses. Ça c'est important. Il faut aussi que chacun de nous se dise, c'est peut-être des mots, mais ça a du sens. Si chacun de nous, de son côté, essaie d'impacter positivement son environnement, de respecter la loi, de faire attention à comment je fais les choses, d'éviter la corruption, parce que bon, il y a tellement de gangrène aussi à un moment. Passons. Déjà ça, d'avoir une autodiscipline, voilà. Ne serait-ce que ça déjà. Et ça partirait même de la cellule familiale. Je ne voudrais pas dire. Mais ça pose un autre problème. Est-ce qu'aujourd'hui, les parents élèvent ou éduquent leurs enfants? On a plus d'éleveurs que d'éducateurs. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'élever un enfant, c'est juste lui donner à manger, il va grandir. C'est comme on élève un animal. Qu'est-ce que vous pensez Par contre, éduquer, c'est inculquer des valeurs humaines, des vertus, c'est donner l'instruction, c'est aussi des valeurs spirituelles. Donc c'est un travail important. Et si en parlant d'éducation, et si vous aviez un message à adresser à tous ces jeunes qui se retrouvent mêlés à ces manifestations en ce moment? Écoutez, vous savez, c'est pourquoi je dis il faut que le président et toutes les personnes concernées pensent à apaiser la population. Parce que je vais dire, jamais on va condamner la violence, mais celui qui va poser un acte de violence, il va se dire, j'ai des raisons. Même si c'est pas, je vois ce que je veux dire. Donc pour éviter ça, c'est pas je dis, nous sommes une démocratie, il faut travailler dans une logique de consensus. Bien comprendre cette phrase, jamais on va l'accepter ou condamner la violence. Vous avez entendu la phrase? Pardon? Je crois que dans la phrase c'était, jamais on va condamner la violence. Non, j'ai dit jamais on ne va l'accepter. On va accepter, pardon. Vous faites bien de me reprendre. Non, jamais on va accepter la violence. Mais après, qu'est-ce qui conduit à ça? Ce n'est pas non plus une excuse, mais je pars du principe, parce que vous observez avec moi que tous les 5 ans, en dehors de 2015, on était dans une logique de parti unique qui n'était pas son nom. Tous les 5 ans, quand on parle de l'élection présidentielle, voilà, c'est une période confligène, anxiogène, mortifère même, pour faire malheureusement. Donc, pour en sortir, qu'est-ce qu'on fait? Oui, il faut, je pense que déjà, si on arrive à avoir des lois qui soient comprises de la même façon par tout le monde, et qu'on n'ait pas 1000 interprétations, parce que ça aussi, il faut le dire, c'est déjà ça. Donc, non, je dis, je pense qu'aujourd'hui, dans ce pays, on a des personnes qui ont la capacité de faire de très bonnes analyses, parce que c'est bon, c'est bien de faire un bon diagnostic. C'est un peu comme le médecin. Si on fait un bon diagnostic, derrière, on est disposé à proposer le bon remède. Pour parler justement, la question en avant, c'était qu'est-ce que l'Ivoirien peut faire pour essayer d'aller vers cette cohésion-là? J'aimerais que vous tourniez votre regard et que vous éclairiez ma lanterne sur un des aspects qui caractérise aujourd'hui l'Ivoirien, notamment sur la toile, les réseaux sociaux. Et l'Ivoirien, dans sa majorité, en est plutôt fier, en tout cas les jeunes, parce que c'est venu que récemment pour ceux qui ont connu en tout cas ce pays depuis 20 ans en arrière. C'est ce que l'Ivoirien lambda appelle le malparlage. Alors, cette autodérision, cet humour qui se moque de lui-même, quel regard, en tant que sociologue, vous portez sur cet aspect aujourd'hui que l'Ivoirien affectionne particulièrement et prend même comme étiquette d'identité, dont il est fier? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de positif ou c'est un couteau à double tranchant? À votre avis, c'est juste pitoyable. C'est pas ça la Côte d'Ivoire. Je dis, ce pays, nous, on a eu nos parents qui étaient des hommes de valeur, qui savaient comment se tenir, qui savaient comment parler à l'autre. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Ce pays est connu pour sa joie de vivre. C'est ça l'Ivoirien. Pour le respect, non même pas, la considération, parce que ce n'est pas la même chose.
Le respect, c'est un petit côté militaire, qu'on sait que quelqu'un se donne la valeur. C'est ça la Côte d'Ivoire. Je suis désolé, mais comme vous, quand je vais sur ce que parce que vous avez même, parfois vous voulez débattre, et moi de temps en temps, et je suis sur les réseaux sociaux. Mais vous donnez un point de vue. Il y a une propension à l'injure. Mais les gens viennent, mais bien sûr, mais tranquillement, ils viennent vous insulter, comme on dit. Et je dis, mais avec beaucoup d'humour aussi, par exemple. Bon, tant que c'est de l'humour, c'est encore... On est passé de cet humour, le mal-parlage dont vous parlez là... Qui a fini par devenir, Mais M. Kouachi, vous avez le mal-parlage. Vous savez ce que ça veut dire, je vais y arriver. Mais c'est pas de l'humour. Mais si on veut prendre par exemple l'exemple, et là vous dites qu'effectivement, on est d'accord pour dire que c'est la jeunesse, que c'est comme ça aujourd'hui, mais nos parents le faisaient également. Si on veut prendre par exemple Toupet, les alliances, est-ce que c'est pas cette nouvelle forme-là que s'approprier la jeunesse pour essayer justement d'apporter de la calmie, de mieux se connaître et de rire ensemble? Vous faites le lien entre le Toupet et le mal-parlage? Je vous pose la question, est-ce qu'il y aurait un lien Non, les liens à plaisanter, c'est même des données anthropologiques. Ça va très très loin. Quand un Dida dit, je ne sais pas forcément peut-être toutes les... Enfin, ou un gourou dit à un Senoufo que voilà, tu es mon esclave. Mais vous savez... En général, ça ne dépasse pas certaines limites. Mais non seulement... Mais je vais dire, ça a une dimension anthropologique, mais incommensurable. Ça veut dire que vous et moi, dans ce lien-là, on ne peut même pas, se porter main. On va juste déconner, passe-moi l'expression. Et ça va s'arrêter là. Mais le mal-parlage, mais ce sont les injures, injustifiées. Mais quand on lit, mais sans aucune, j'allais dire, un minimum d'éducation. Mais ça va plus loin. Vous observez qu'il y a même aujourd'hui, enfin depuis quelques années, certains Ivoiriens qui prient et qui sont même parfois heureux du décès d'un adversaire politique. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Donc, non, mais on a un sérieux problème. J'espère que nos décideurs finiront aussi par comprendre qu'effectivement, il y a des sérieux problèmes dans la société. Il faut bien les recenser et puis voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut apporter des solutions durables. Parce qu'on en a vraiment besoin. Alors, dernier tour de table, 30 secondes pour votre question, Edith Boubleu. Rapidement, à quels acteurs vous penseriez qui peut-être créeraient le consensus dans cette situation très polarisée en deux partis, en deux clans? Est-ce qu'on pense à des acteurs qui pourraient aider à ramener la paix ou qui pourraient être écoutés par l'ensemble de la population? Non, vous savez, dans ce pays, malheureusement, quand vous donnez des noms, vous dites non, vous êtes en train de travailler pour quelqu'un. Donc, non, je vais vous décevoir, mais je n'ai pas de nom. Mais je pense que quand même, on a des autorités religieuses. C'est leur rôle. C'est comme on dit, l'autorité morale. Voilà, tout le monde les respecte, tout le monde les écoute. Donc, logiquement, ils devraient pouvoir agir. Comme je dis, aussi nos autorités traditionnelles, mais comme malheureusement dans ce qu'on vit, parfois il y a certains... Bon, c'est dommage qui sont un peu... Parce que, oui, il faut le dire. Allez jusqu'au bout de vos propos. Vous tournez un peu. Ah non, pas du tout, non, je dis non. Sauvé par le gang, non, qui sont malheureusement discrédités, voilà, en allant sur d'autres champs d'intervention. Ça fait que maintenant, quand même dans ce lot, il y a quand même encore des personnes qui peuvent faire ce travail-là. Oui, donc il faut... Quelques noms. Ah non, Madame Bleu, je suis désolé, je ne peux pas donner de nom aujourd'hui. Le président doit faire son travail de président, je pense qu'il en a la capacité. Les opposants aussi doivent aller à la discussion, si tant est que on veut vraiment sortir de cette situation-là, parce qu'effectivement, il faut qu'on en sorte pour passer à autre chose. Voilà. Il y a mieux à faire pour ce pays, qui est un très beau pays, je le rappelle. Monsieur Vincent, qu'on aime beaucoup. Hein. Monsieur Vincent Zawi, franchement, ça a été un vrai bonheur de vous avoir avec nous sur le plateau. Hein. Plaisir partagé. Monsieur Valentin, pourquoi j'ai dit Vincent? C'est le V de la victoire, certainement. Bon, j'essaie de rattraper les choses. Je ne sais pas trop si c'est rattrapé, mais bon. En tout cas, monsieur Valentin Zawi, on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver sur ce plateau-là ou sur d'autres. En tout cas, les portes de cette télé-là vous seront toujours ouvertes. Merci d'avoir été avec nous. Ben, c'est moi. Merci. Merci à mes amis du soir, Serge Kouachi, Rana Assi, Edith Boubleu et Sophie Aïda. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Dieu vous garde. Amen.